Pour faciliter l'étude du fonctionnement des objets ou systèmes techniques dits complexes, c'est-à-dire constitués de plusieurs éléments ou composants, il est nécessaire de les décomposer en sous-ensembles ou sous-systèmes, jouant chacun un rôle particulier dans le fonctionnement global. On parle d'analyse fonctionnelle systémique. Voyons tout d'abord la connaissance analyse fonctionnelle systémique. C'est l'étude du fonctionnement d'un objet ou système technique complexe à travers les fonctions internes assurées par les différents sous-ensembles qui le composent et qui assurent, ensemble, le fonctionnement global attendu. C'est-à-dire l'ensemble des constituants ou groupes de constituants qui permettent de faire fonctionner l'objet ou système. Il n'est pas forcément nécessaire de descendre au niveau du composant élémentaire si ce composant n'assure pas à lui seul une fonction nécessaire au fonctionnement global de l'objet. Une fonction peut être assurée par un ensemble de composants. Le principe de l'analyse fonctionnelle systémique est le suivant. L'objet ou système technique est simplement modélisé par une boîte avec des entrées et des sorties. L'objectif ici n'est pas de représenter mais d'expliquer. Il est ensuite observé comme s'il s'agissait d'une boîte transparente dans laquelle les sous-ensembles assurant une fonction particulière dans le fonctionnement global sont modélisés par des boîtes en interaction par leurs entrées et sorties. Ces boîtes, appelées blocs fonctionnels, décrivent la fonction de chaque sous-ensemble par rapport à l'ensemble. Voyons maintenant la connaissance représentation fonctionnelle des systèmes. Deux diagrammes sont souvent utilisés pour représenter le résultat d'une analyse fonctionnelle interne d'un objet ou système. La chaîne fonctionnelle. L'objet ou système est modélisé en deux parties. La chaîne d'énergie, qui est toujours présente, et qui agit sur l'énergie nécessaire pour réaliser l'action recherchée. Et la chaîne d'information, présente uniquement pour les objets ou systèmes intelligents, et qui agit sur les informations nécessaires au fonctionnement de l'objet ou système. La chaîne d'information peut recevoir deux catégories d'entrées. Les informations extérieures à l'objet ou système, par exemple des grandeurs physiques comme la température ambiante, la présence d'un obstacle, etc. Il peut également s'agir des consignes de l'utilisateur, c'est-à-dire ses ordres, ou alors les ordres ou messages provenant d'autres objets ou systèmes connectés. Deuxième catégorie, les retours d'informations propres à l'objet ou système. Il peut s'agir des résultats de son action, des états atteints, etc. La chaîne d'information peut également délivrer deux catégories de sorties. Les informations externes pour l'utilisateur, les signalisations, les messages, etc. ou pour les autres objets ou systèmes connectés, des messages, des ordres, etc. Autre catégorie, les informations internes, c'est-à-dire les ordres donnés à la chaîne d'énergie. La chaîne d'énergie, quant à elle, reçoit de l'extérieur, en entrée, une forme d'énergie facilement disponible dans le milieu où se trouve l'objet ou système et en quantité suffisante pour produire l'action recherchée. Elle reçoit également en entrée les ordres de la chaîne d'information. Dans le cas d'objets ou systèmes non intelligents, ces ordres proviennent directement de l'utilisateur. Action manuelle sur un interrupteur par exemple. Enfin, elle reçoit en entrée sur le bloc fonctionnel agir la matière d'œuvre entrante, ce sur quoi l'objet ou système a vocation à agir. Il peut s'agir d'énergie, d'état, de matière, d'objets, etc. Côté sortie de la chaîne d'énergie, comme on néglige à notre niveau les pertes énergétiques dans les constituants de la chaîne d'énergie, pertes thermiques par réchauffement dues aux effets du courant électrique ou au frottement par exemple, on ne trouve pas de flux d'énergie en sortie. On trouve par contre les retours d'informations vers la chaîne d'information et la matière d'œuvre sortante qui correspond au résultat de l'action de l'objet ou système sur la matière d'œuvre entrante. On dit que le système ou objet apporte, par sa fonction agir, une valeur ajoutée à la matière d'œuvre entrante pour donner la matière d'œuvre sortante. La chaîne fonctionnelle décrit donc, sous la forme de flux, d'informations, d'énergie et de matière d'œuvre, les interactions entre les fonctions internes de l'objet ou système et entre ces fonctions internes et l'extérieur de l'objet ou système. On y trouve également les solutions techniques associées à chaque fonction. Deuxième diagramme utilisé pour représenter le résultat d'une analyse fonctionnelle interne d'un objet ou système, le diagramme FAST. Ce diagramme, contrairement à la chaîne fonctionnelle vue précédemment, ne met pas en évidence les flux d'informations, d'énergie et de matière d'œuvre, il décrit seulement l'organisation des fonctions techniques internes nécessaires pour réaliser le fonctionnement attendu, appelé ici fonction de service, et les solutions techniques associées. Il se décompose en trois parties, la ou les fonctions de service, c'est-à-dire le ou les fonctionnements attendus, les fonctions techniques nécessaires pour réaliser chaque fonction de service, les solutions techniques qui réalisent chaque fonction technique. Plusieurs sens de lecture sont possibles sur ce diagramme. De la gauche vers la droite, on répond à la question comment. Comment est réalisée la fonction de service fs? Elle est réalisée par les fonctions techniques ft1, ft2, ft3. Comment est réalisée la fonction technique ft2? Elle est réalisée par les fonctions techniques ft21, ft22. Comment est réalisée la fonction technique ft1? Elle est réalisée par la solution technique st1. Autre sens de lecture, de la droite vers la gauche, où on répond à la question pourquoi. Pourquoi utiliser la solution technique st1?
pour réaliser la fonction technique ft1. Pourquoi réaliser la fonction technique ft1? Pour réaliser la fonction de service fs. Dernier sens de lecture, de haut en bas, où on répond à la question quand. On réalise tout d'abord la fonction technique ft1, puis la fonction technique ft2, elle-même qui est réalisée par la sous-fonction technique ft21, suivie de ft22, et etc. Pour analyser le fonctionnement interne d'un objet ou système existant, il faut 1. Décomposer l'objet ou système en sous-ensembles assurant chacun une fonction élémentaire par rapport à l'ensemble. Voyons ceci autour d'un exemple, l'essuie-glace automatique d'une voiture. On peut décomposer ce système en 8 sous-ensembles. Le balai essuie-glace qui va chasser les gouttes d'eau du pare-brise, le bras articulé qui va déplacer le balai essuie-glace sur une grande partie du pare-brise, le moteur électrique qui va actionner le bras articulé, l'unité de puissance appelée également interface de puissance qui va en fonction des ordres reçus de l'ordinateur de bord envoyer ou non l'énergie au moteur, l'alternateur ou la batterie qui va fournir l'énergie nécessaire au déplacement du bras articulé. L'ordinateur de bord qui va, avec son programme informatique, gérer les ordres de fonctionnement. L'écran tactile qui joue le rôle d'interface homme-machine, IHM, pour recueillir les consignes de l'utilisateur et lui envoyer des messages. Le capteur de pluie infrarouge qui mesure la quantité d'eau présente sur le pare-brise. Ensuite, 2. Il faut identifier les liaisons ou flux entre les sous-ensembles. Ces liaisons ou flux peuvent être radio, mécaniques, électriques ou autres. Ces liaisons mettent en évidence les interactions entre les différentes fonctions élémentaires. On trouve, entre l'écran tactile et l'ordinateur de bord, un flux d'informations pour les consignes utilisateurs et les messages en retour sur l'état de fonctionnement. Entre le capteur de pluie infrarouge et l'ordinateur de bord, un flux d'informations pour la présence d'eau sur le pare-brise. Entre l'ordinateur de bord et l'unité de puissance, un flux d'informations pour les ordres de fonctionnement. Entre l'alternateur ou la batterie et l'unité de puissance, un flux d'énergie nécessaire au fonctionnement. Entre l'unité de puissance et le moteur, un flux d'énergie qui dépend de l'ordre reçu par l'unité de puissance. Entre le moteur électrique et le bras articulé, un flux d'énergie permettant la mise en mouvement du bras articulé. Entre le bras articulé et le balai d'essuie-glace, un flux d'énergie pour déplacer le balai sur le pare-brise. Ensuite, 3. Il faut ordonner les fonctions de chaque sous-ensemble en fonction des interactions et de la chronologie dans le fonctionnement global. Il faut tout d'abord acquérir les consignes utilisateurs, ensuite acquérir la quantité d'eau présente sur le pare-brise, puis traiter ces informations avec le programme informatique, communiquer en retour les états du système à l'opérateur, mettre si nécessaire le balai à essuie-glace en mouvement. Cette mise en mouvement du balai demande d'être alimenté en une énergie facilement disponible dans la voiture en quantité suffisante et que l'on sait utiliser. Il s'agira de l'énergie mécanique du moteur de la voiture que l'on transformera en énergie électrique. De distribuer cette énergie électrique au convertisseur d'énergie, de convertir l'énergie électrique en énergie mécanique en mouvement plus adapté pour déplacer le balai essuie-glace, de transmettre l'énergie mécanique au balai en le déplaçant sur une grande partie du pare-brise, d'agir sur les gouttes d'eau pour les chasser du pare-brise avec le balai. Enfin, 4. Associer les solutions techniques à chaque fonction élémentaire. L'écran tactile pour acquérir les consignes utilisateurs et pour communiquer les états du système à l'utilisateur. Le capteur de pluie infrarouge pour acquérir la quantité d'eau présente sur le pare-brise. L'ordinateur de bord pour traiter les informations. L'alternateur et la batterie pour alimenter en énergie électrique. L'unité de puissance pour distribuer l'énergie électrique. Le moteur électrique pour convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Le bras articulé pour transmettre l'énergie mécanique au balai essuie-glace. Le balai essuie-glace pour agir sur les gouttes d'eau présentes sur le pare-brise. Voyons maintenant ce qu'il faut savoir et savoir faire à l'évaluation pour obtenir un niveau de maîtrise très bonne maîtrise à cet objectif opérationnel, analyser le fonctionnement interne d'un objet ou système technique. En 5e, vous devez savoir nommer les deux parties du diagramme chaîne fonctionnelle et identifier parmi plusieurs représentations données celle d'un diagramme FAST et celle d'un diagramme chaîne fonctionnelle. Et lire et extraire des informations des diagrammes FAST et chaînes fonctionnelles qui sont donnés. En 4e, en plus de ce qu'il faut savoir et savoir faire en 5e, vous devez savoir compléter à partir d'une liste donnée la représentation générale de la chaîne fonctionnelle et ordonner les 4 étapes pour analyser le fonctionnement interne d'un objet ou système complexe. En 3e, en plus de ce qu'il faut savoir et savoir faire pour les niveaux 4e et 5e, vous devez savoir décrire le principe de l'analyse fonctionnelle systémique et compléter à partir d'une liste donnée les parties manquantes, c'est-à-dire les fonctions et ou les solutions techniques, des diagrammes FAST et chaînes fonctionnelles d'un objet qui sont donnés.